Donc, hop, est-ce que je suis assez bien ici? Voilà. Alors, d'abord, avant de parler des deux études, juste un peu un contexte en lien avec les fonctions de geste des pianistes et notre axe de recherche sur ces sujets. Alors, d'abord, il faudrait dire que dans la littérature, on trouve différentes fonctions des gestes des musiciens. Et donc, il y a, en général, il y a 4 fonctions, mais à mon avis, il y aurait 2 principales qu'il faudrait souligner ici. Donc, il y a la fonction de production sonore. Donc, très simplement, on fait un mouvement pour produire un son de l'instrument qu'on joue. Il y a aussi la fonction de facilitation de l'expression musicale, ce qui est lié, dans le fond, à ce qu'on appelle l'incarnation ou l'embodiment de l'idée musicale pendant les jeux. Alors, à travers les gestes, l'interprète, le musicien, il incarne également, ou il peut incarner en tout cas l'idée musicale qu'il essaie de communiquer, ce qui aide à la communication et même à la production de cette idée pendant les jeux. Alors, en général, cet aspect d'embodiment, d'incarnation de l'idée musicale est lié au mouvement, dans la cinématique, dans le fond de la gestuelle, mais elle peut être aussi liée à l'activité musculaire. L'activité musculaire est donc un élément essentiel au mouvement, et même il peut y avoir de l'activité musculaire en l'absence de mouvement. Donc, c'est pourquoi, dans cette présentation, je m'attaque à l'activité musculaire plutôt qu'au mouvement eux-mêmes. Et dans le milieu pianistique, il n'y a pas nécessairement un consensus sur les plans gestuels, sur quel geste on devrait privilégier pour jouer tel ou tel passage, que ce soit tant pour des besoins de production sonore que d'expression musicale. Alors, évidemment que ces manques de consensus, c'est peut-être attendu dans une discipline artistique, mais à mon avis, en tant que pianiste et chercheur, c'est surtout bien d'avoir ces manques de consensus, cette diversité de points de vue sur le plan artistique, sur le plan sonore, de qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre idée musicale. Mais ensuite, comment la rendre écoutable et tangible par les biais du geste et l'interaction avec le piano, il pourrait avoir quand même des éléments plus objectifs. Et c'est pourquoi personnellement, en fait, je me suis attaqué en fait, à ces problèmes. Et c'est comme ça que je suis venu un peu à l'interface entre la recherche et l'interprétation musicale. Et donc, au début, j'ai fait une documentation d'une approche du jeu piano qui m'a été apprise pendant mes études de maîtrise et de doctorat à l'Université de Montréal et que j'enseigne maintenant à mes étudiants. Et dans cette approche, on utilise en général l'ensemble du corps dans le jeu pour différentes raisons, que ce soit côté production sonore comme expression musicale. Et dans l'approche, il y a également des éléments de comment la mécanique du piano fonctionne. Et donc, on a voulu aussi tester est-ce que ces éléments-là, c'est des images, ou c'est vraiment, il y a un changement qui se passe au niveau de la mécanique, au niveau du son. Donc, on a réalisé certaines études sur le contrôle du son au piano en fonction des différents types de touchés. Ensuite, on est passé plus du côté biomécanique, donc on a réalisé des études sur l'optimisation du geste pour la performance musicale, oui, mais aussi pour la réduction des blessures chez les pianistes, parce qu'il y a une grosse proportion des pianistes professionnels qui, à un moment donné, à un moment de leur carrière, ils vont souffrir des troubles musculo-squelettiques. Et là, on a travaillé sur les rôles, dans le fond, du tronc dans le jeu, à quoi ça peut aider ou pas d'utiliser le bassin, le thorax pendant qu'on joue. Et on a travaillé aussi sur la fatigue musculaire. Ces études ont été abordées dans un reportage à l'émission Découverte de Radio-Canada l'année dernière. Donc, ça peut se trouver en ligne si jamais ça vous intéresse. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais c'est sur Internet au cas où. Ensuite, on a également travaillé donc, sur l'expression musicale et les gestes, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui plus en détail. Et justement, d'un système qui s'appelle MAPMG et d'un projet de recherche en cours sur l'activité musculaire et les liens avec l'expression musicale. Finalement, on vient de démarrer un projet de partenariat qui vise à faire un transfert de connaissances entre le milieu musical et le milieu scientifique. Ce n'est pas toujours facile de faire des ponts entre les deux milieux. On ne parle pas toujours le même langage. Donc, on s'intéresse également à cette question dans le cadre d'un projet de 3 ans. Et l'idée, c'est de faire rentrer le milieu musical dans les activités de la recherche, dans toutes les étapes de la recherche. En fait. Alors, d'abord, le système APMG. Il faut dire que c'est un système, dans la fonction pipeline informatique qui est développé pour des besoins
ce qu'on appelle au Canada des recherches-créations. Là, on n'est pas nécessairement en plein dans la recherche elle-même, mais c'est vraiment à l'interface, dans le fond, utiliser les outils de la recherche pour appuyer en fait la démarche créative dans l'interprétation musicale et même pédagogique, comme je vais parler tout à l'heure. Donc, dans un concert traditionnel, la perception du public est influencée par des stimuli sonores, les sons de l'instrument, mais aussi par des stimuli visuels, comme il a été remarqué dans la littérature. Donc, les mouvements en fait, du musicien ou de la musicienne vont avoir un impact sur la perception du public du son qui est, dans le fond, de l'expérience musicale. Alors, l'activité musculaire, par contre, elle est plus obscure. On ne peut pas, en tant que public, auditeur, voir cette activité musculaire. Donc, on n'a pas accès à l'effort physique du musicien, en tout cas au moins sur le plan visuel. Et pourtant, c'est un aspect quand même très important dans l'interprétation. Donc, le but de ce système APMG est d'appliquer des vibrations chez le public en fonction de l'activité musculaire des pianistes qui est liée aux intentions expressives. Donc, vous voyez, donc, il y a les intentions expressives de l'idée musicale, il y a l'activité musculaire et de l'autre côté, il y a des vibrations qui sont appliquées chez le public. Alors, lorsqu'on parle des intentions expressives, dans ces cas-ci, on vise l'idée musicale en termes de tension musicale. C'est un sujet, je ne vais pas rentrer sur ce sujet en détail, mais la tension musicale, grosso modo, c'est un élément complexe composé de différents facteurs harmoniques, mélodiques, rythmiques, timbrales, etc. Et elle est en général reconnue comme une pierre angulaire du contenu expressif de la musique tonale en musique classique. D'un point de vue gestuel, cette notion de tension musicale, elle se rapproche quand même des notions de poids de l'effort, d'intensité du geste, des puissances en fait, du mouvement, qui sont donc des notions qui sont plus liées à l'activité musculaire plutôt qu'une caractéristique cinématique du mouvement. Alors, c'est pourquoi on vise l'activité musculaire pour avoir accès à cette incarnation de la tension musicale réalisée par l'interprète. Et pour collecter l'activité musculaire, on utilise l'électromyographie de surface, donc l'EMG. Et pour produire les vibrations, on utilise le téléphone intelligent, donc smartphone. Alors, le système est composé des trois, disons, logiciels qui ont été développés, plus une première étape qui est la collecte des données. Donc, je vais expliquer un peu en quoi consistent ces différents éléments. Pour la collecte des données, évidemment, il y a la question de quels muscles on cible pour capter ces liens entre tension musicale et activité musculaire. Et là, évidemment, ça dépend de l'instrument qui est joué et de l'approche instrumentale de l'interprète en question. Dans ce cas-ci, c'est moi qui joue. C'est une démarche, en fait, personnelle qui est partagée d'ailleurs par un groupe de pianistes qui partagent peut-être la même approche au piano que moi. Et donc, dans ce cas-là, on a fait quand même une collecte préliminaire pour vérifier en fait quels étaient les muscles qui seraient plus pertinents à cibler. Donc, on a placé différents capteurs dans différents endroits du corps, dont ce que vous voyez dans la photo. Et dans le fond, j'ai explicité c'est quoi les niveaux de tension musicale de mon idée et donc les liens entre les différentes activités musculaires et la tension musicale. Mais nous avons dit, bon, allons-y chercher ce qui se passe au niveau du centre du corps et ce qui est en lien avec mon discours personnel en tant que pianiste. Donc, ce qu'on voit dans les données, ça ressemble à au discours lui-même. Donc, spécifiquement, c'est les muscles obliques externes et internes. Et donc, on a 4 capteurs. Et pour les choix du système, c'est un système EMG DL6 qui a jusqu'à 16 en fait, capteurs wireless, donc pas des câbles, ce qui est très pratique dans le cadre d'une performance musicale. La première étape, donc, la première étape des traitements et des streaming des données, on l'a fait dans un logiciel développé maison, dans le fond, qu'on a appelé BioSig Live. Par contre, ce logiciel codé sur Python, il est devenu un outil plus générique, plus large, qui permet en fait de traiter et de streamer différents types de données biomécaniques. Alors, dans le cadre spécifique du système APMG, on a codé 3 modules pour notre système.
il y a d'abord le module MVC. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec les MG, mais ce qui est souvent fait dans le traitement des données pour les MG, c'est de normaliser les signaux en fonction d'une contraction maximale. Et donc, on exprime les enveloppes en fonction de cette contraction maximale comme un pourcentage du maximum du muscle. Et donc, avec ces modules, on peut calculer cette valeur maximale pour le traitement qui est après. Donc, on va faire ça au début, avant la performance. Et donc, on se lance le module, on interagit avec le module pour faire autant de tests de contraction maximale dont on a besoin selon les muscles qu'on cible. Et ensuite, donc, le module il va afficher ce qui a été collecté et il va calculer c'est quoi la valeur maximale de ces tests pour enregistrer un fichier qui va nous donner une valeur MVC pour chacun des muscles et capteurs qu'on utilise. Ensuite, juste au début de la performance, on lance les modules qu'on appelle les serveurs qui va faire les traitements. Donc, il y a un filtrage qui est réalisé, il y a le calcul de l'enveloppe et la normalisation de cette enveloppe en fonction de la valeur MVC. Et le serveur, il va aussi donc streamer les données traitées grâce à une connexion TCP/IP qui est établie. Et au début de chacune des pièces de la performance, on va lancer ce qu'on appelle les clients qui va donc prendre les données du serveur, il va faire un petit post-traitement au besoin. Par exemple, on peut changer la fréquence de streaming, en fait, donc d'acquisition, mais en temps réel. Et on va partager donc ces données en message OSC vers l'autre partie du système. Et c'est là où on arrive à donc, notre troisième élément qui serait un patch MaxMSP, où on va faire un post-traitement. Donc là, on va prendre les données en fonction de la valeur maximale du muscle, puis on va les normaliser en fonction d'une valeur maximale attendue au piano. Parce que le piano, ça reste une activité à faible intensité. On ne va pas forcer au maximum comme dans le cas du sport. Donc, on définit préalablement une valeur maximale au piano et on rescale, dans le fond, on renormalise les données en fonction de ça pour qu'ils soient plus expressifs en termes de vibration par la suite. Et on va calculer donc la moyenne des 4 signaux reçus. Et cette moyenne, elle va être mappée vers des valeurs de vibration, donc amplitude et fréquence de vibration, avec une approche de mapping plus ou moins directe. Donc, plus d'activité musculaire, plus de vibrations en termes d'amplitude et de fréquence. Bon, ces patchs, ils nous permettent aussi de visualiser les données et de les communiquer finalement au téléphone qui sont auprès du public. Alors, pour contrôler la vibration du téléphone, on a développé une application qu'on a appelée Haptics. Donc, on peut contrôler en temps réel amplitude et fréquence de vibration. Dans ce cas-là, on ajuste la version fonctionnelle vraiment à proprement dit pour les iPhones. Donc, c'est la version iOS qui serait fonctionnelle en ce moment. Et ça fonctionne à partir de l'iPhone 8 où on a déjà un contrôle des outils haptiques du téléphone. Et donc là, dans la prochaine diapo, je vais vous montrer un exemple en fait, du fonctionnement de la communication entre les patchs MaxMSP et le téléphone. Donc, vous voyez ici à droite de l'image les 3 iPhones où l'application est installée. Et donc, juste pour comprendre ici les valeurs de vibration, donc plus ça monte, plus l'amplitude monte, plus ça va vers la droite, plus la fréquence augmente. Et c'est un extrait évident, je ne suis pas en train de jouer au piano, ce n'est pas en temps réel que ça se passe, c'est enregistré dans le cadre de la sonate opus 11 de Beethoven. Donc, ça dure quelques minutes. Ça risque de sonner fort, donc faites attention si jamais le volume de votre ordinateur est très fort, on va voir c'est quoi le volume.
Alors voilà, là, comme on est un comodal, j'ai fait la présentation en vidéo. J'ai l'application installée sur mon iPhone, donc et potentiellement après, je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Et là, en termes de livraison, vraiment. Donc, et pour finir avec le système APMG, on l'a utilisé dans le cadre d'une performance qu'on a appelée eMusicore en septembre 2021. Et donc, en plus des vibrations qui étaient produites grâce à l'application qui était, on a distribué des iPhones où l'application était installée chez le public. Et en même temps, on a contrôlé avec les mêmes données des projections vidéo sur le mur de la salle et aussi des lumières, en fait, la lumière des tubes d'ailes qui ont accroché au plafond. C'était une performance un peu immersive grâce donc au traitement puis à la collecte de ces données d'activité musculaire en temps réel. Alors là, on a utilisé l'outil, oui, pour en performance, mais l'idée, c'est d'adapter en ce moment cet outil pour que ce soit un outil de biofeedback utilisable dans le cadre des cours d'instruments, donc que ce soit au piano, dans d'autres instruments ou même dans d'autres disciplines artistiques comme la danse, par exemple. Donc, bon, le système d'exercice qu'on a utilisé, il est très, très, très cher. Donc, bon, pour que d'autres personnes puissent l'utiliser, on essaie d'adapter le système donc qu'un entrée puisse avoir des systèmes EMG à faible coût et aussi d'installer en fait tout ce qui est logiciel, de bypasser l'utilisation d'un ordinateur, puis utiliser par exemple un Raspberry Pi pour que ça soit plus facile à utiliser pour la part de l'utilisateur. En général, les musiciens ne sont pas nécessairement en musique classique, en tout cas le plus fort côté informatique, donc ça faciliterait son utilisation. Et voilà. Alors, maintenant, je passe en fait de l'autre côté de la monnaie, mais du même sujet. En fait, donc, on continue à parler d'activité musculaire, mais plus du côté expression musicale, mais plus du côté de la recherche. Donc, c'est un projet de recherche en cours. Je vais finir sur quelques images, quelques éléments qui vont permettre de démontrer le type de résultats qu'on peut avoir grâce à cette étude. Mais il faut vraiment tenir compte que c'est quelque chose qui est en cours. Donc, en fait, du feedback sur ce projet, ça peut être intéressant de discuter à la fin. Donc, comme j'ai dit au début de la présentation, il y a des études qui font un lien entre la cinématique du geste et l'expression musicale dans la littérature, mais on ne trouve pas nécessairement d'études qui font un lien entre l'expression musicale et l'activité musculaire. Donc, c'est pourquoi on s'intéresse à cette question ici. Et donc, l'objectif, il y en aurait deux. Okay. D'une part, il s'agit de formaliser quels sont les éléments musicaux ou extra-musicaux qui font partie des intentions expressives des pianistes. Donc, c'est un sujet qui est assez subjectif, sur lequel il n'y a pas nécessairement beaucoup de références. Et donc, on vise à formaliser ces éléments pour pouvoir avoir une idée, lorsqu'on parle des intentions expressives des pianistes, mais de quoi parle-t-on? Et ensuite, une fois que ça s'est fait, l'idée, c'est d'étudier l'effet de ces éléments sur, d'un côté, l'activité musculaire pendant les jeux, et d'un autre côté, les paramètres du jeu contrôlés par les pianistes. Donc, les timings, l'articulation, les différences en termes d'intensité sonore, etc. Donc, pour la méthode, on a commencé par faire une étude des cas auprès des trois pianistes experts, et on a choisi 6 extraits musicaux de la période classique et romantique, qui étaient donc divisés en 3 groupes de 2 extraits similaires, pour avoir en fait un peu un ordre dans les types d'extraits qu'on a choisis. Alors, on a 2 extraits lyriques, on a 2 extraits de merle lyrique aussi, mais où on trouve des pauses ou des silences ou des notes longues qui sont comme un peu des pauses, des interruptions de discours. Et on a 2 extraits plus rapides pour vraiment voir quelque chose qui contraste avec les autres 2 types d'extraits. Et dans un premier temps, on a réalisé donc des entretiens auprès des 3 pianistes. Donc, on a fourni les partitions des extraits en avance. Eux, ils devaient préparer un peu. Et donc, dans l'entretien, eux, ils devaient expliciter quels sont les éléments liés aux intentions expressives pour chacun de ces 6 extraits. Alors, une fois que l'entretien est réalisé, là, on peut l'analyser par une méthode de théorisation ancrée en utilisant le logiciel NVivo. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la transcription de l'entretien, on rentre ça dans le logiciel et on peut procéder à faire une codification. Donc, on va prendre des idées,
qui se recoupent en fait au niveau des trois entretiens. Et on va choisir des concepts, dans le fond des codes, c'est des notions de concepts qui vont permettre de résumer, dans le fond, ces idées qui sont soulignées par les pianistes. Et finalement, donc, ces codes qui se regroupent, qui se retrouvent dans les différents entretiens, ils sont regroupés en différentes catégories pour donner un peu un ordre à ça. Alors, cette étape pour nous était fondamentale parce que après les entretiens, on fait des collectes au laboratoire. Donc, les pianistes doivent jouer les extraits. Et là, je vais parler tout à l'heure. Mais d'abord, bon, ensuite, dans cette méthode, il y a d'autres éléments qu'il faut qu'on développe davantage. Donc, il y a toute la partie systématisation, intégration, faire des liens entre les différentes catégories. Mais pour l'instant, donc, je vous montre ce qui est de la codification et de la catégorisation. Donc, très simplement, on a deux catégories. Une qui est liée vraiment à des éléments concrets que les pianistes peuvent moduler pendant le jeu et une autre catégorie qui vient tout de suite après. Donc, dans cette catégorie, évidemment, on retrouve tout ce que je viens de dire en termes de contrôle de jeu par les pianistes. Donc, il y a l'articulation, la manipulation des nuances, donc l'intensité sonore, la manipulation du timing, de la balance entre les notes qui sont jouées en même temps. Donc, c'est des éléments en fait qui concrètement les pianistes peuvent moduler, puis il y a un impact réel, concret, direct dans le son. Et d'une autre part, il y a une catégorie qui est plus imagée ou abstraite, en fait, où on trouve des éléments musicaux, oui, mais aussi des éléments plus extra-musicaux. Donc, pour ce qui est des éléments musicaux qui sont imagés ou abstraits, là, c'est des notions un peu plus complexes, c'est des images, oui, c'est ça. Donc, on parle d'écoute harmonique, comment on va écouter le discours musical en termes harmoniques. Il y a la notion de tension musicale qui est sortie également. Il y a les soutiens d'un silence ou d'une note longue, ce que le piano c'est pas nécessairement concrètement très facile à comprendre, mais il faut pendant le jeu. Il y a des questions de timbre, etc. Et de notre côté, on a aussi donc des éléments extra-musicaux. Et là, on rentre vraiment dans une analyse plus sémantique du discours musical. Donc, il y a tout le vécu en tant qu'humain, en tant que personne. Donc, on va parler sentiments, des émotions, des contextes historiques, du vécu physique. Donc, comment on est en lien avec les objets en termes de mouvement, en termes de force, en termes de gravité. Et donc, avec ces codes et ces catégories, on a pu construire deux conditions de jeu et c'est dont je veux parler maintenant. Donc, 2 mois après les entretiens, les pianistes sont venus au laboratoire jouer les extraits où on a collecté donc 4 types de données. Donc, EMG, on avait 16 capteurs, donc il y a différents muscles du tronc et des membres supérieurs. On a aussi des données de mouvement avec des centrales inertielles. C'est un système X-Sense où il y a 17 centrales inertielles. On a des données MIDI parce qu'on a un piano disque clavier Yamaha qui est instrumenté, qui permet la collecte de ce type de données qui est synchrone avec le reste des données. Et finalement, les sons, donc on a un enregistrement stéréophonique. Donc, avec les catégories dont je viens de parler tout à l'heure, ont été envoyées aux pianistes et on les a demandé de préparer 2 types de conditions de jeu. Une qui intègre les éléments qui ont été explicités, puis une autre condition qui ne les intègre pas. Donc, comme ça, on a une sorte de base production sonore objective selon leur propre discours et une condition, disons, normale de jeu où ils ajoutent la dimension expressive, artistique de leur jeu, ce qui est normal dans le cadre d'un concert. Alors ça, déjà, c'est un peu une innovation d'un point de vue méthodologique, parce qu'en général, dans les études qui traitent de ce type de problématiques, tant qu'il y a entre expression musicale et geste, on va utiliser des conditions de jeu basées sur des niveaux d'expression musicale prédéterminés. Donc, on va demander au pianiste de jouer de manière exagérée, neutre, un peu morte, deadpan en anglais. Donc, en tant que pianiste, je trouve que cette étape est probablement plus facile à interpréter par le pianiste parce que dans le fond, c'est à partir de son propre discours qu'on va lui dire, ou dire à elle, dans le fond, de jouer d'une telle ou d'une telle manière pour pouvoir étudier l'expression musicale. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les analyses sont en cours, mais je vous montre en fait
un peu un aperçu de ce qu'on peut justement mettre de l'avant grâce à cette recherche. Alors là, on va écouter, je vais fermer la porte parce que je pense qu'on ne va pas entendre cette phrase cette fois. On va écouter les deux conditions de jeu dans cet extrait du début de la balade de Chopin, numéro 1. Donc, je montre d'abord la condition avec engagement des intentions expressives. Le volume est moins fort que tout à l'heure, donc j'espère qu'on va entendre assez. Peut-être qu'on peut monter. Ici, je n'ai pas le contrôle. On n'entend pas grand-chose. Voilà, je ne sais pas si du côté Zoom on a écouté, mais ici, c'était assez faible. Peut-être que vous allez quand même l'entendre même à ce volume-là. Donc là, je montre la condition sans engagement des intentions expressives. Voilà, là, on entend bien. Est-ce que je peux mettre... oui. Donc, ce qu'on voit comme différence, c'est juste à l'oreille, en fait, c'est pour moi, en tout cas, assez évident qu'en termes de gestion du timing, c'est là pour moi la différence la plus importante. En fait, là, on est dans le style de Chopin, donc il y a un certain rubato qui est permis. Comment on le fait, ça fait partie donc, du choix du pianiste. Et dans ce cas-là, le pianiste a clairement fait de manière plus objective le rythme tel qu'il est écrit. Et ça change aussi, à mon avis, l'articulation. Ça, c'est un peu plus subtil, peut-être pas nécessairement facile d'écouter dans ces cadres-là. Mais donc, en analysant les paramètres du jeu par le pianiste, on peut vraiment aller de manière objective, voir qu'est-ce qui change en général. Dans ces cas-ci, à mon avis, donc, c'est vraiment une question de timing qui est le facteur le plus important du changement. Et si on va dans le même extrait, donc du côté de l'activité musculaire, encore une fois, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui peut être, dans le fond, souligné aux sorties en fait, de cette recherche. Donc, en bleu, vous voyez l'activité musculaire avec intention expressive et en rouge, sans intention expressive. Là, j'ai fait un choix des muscles. Donc, il y a le muscle oblique externe du côté droit. Tout est du côté droit du corps. Donc, il y a le triceps, biceps et il y a en bas donc, les fléchisseurs des doigts qui sont en fait au niveau de l'avant-bras et les extenseurs des doigts et poignets en fait qui sont au niveau de l'avant-bras également de l'autre côté.
Puis juste, en fait, visuellement, ce qu'on peut voir, c'est du côté réfléchisseur et extenseur, mais on ne remarque pas nécessairement une si grosse différence en termes de quantité d'activité entre les deux conditions. Par contre, si on voit les muscles plus proximaux, là, la différence se dessine visuellement, en fait. Il y a clairement du côté de l'oblique externe, mais d'une part, on n'a presque pas d'activation. De notre côté, il y a vraiment une évolution qui est en fonction, en fait, de la musique, ce qui est fait en lien avec les projets, les systèmes MAPMG dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on vise vraiment du sein du corps en fonction de la tension musicale. Euh, bon, même au niveau en fait, des membres supérieurs, donc les triceps, vous voyez, il y a quand même des activations qui sont quand même plus importantes. Et du biceps aussi, même si l'activation générale est moins importante, elle est quand même plus importante du côté lorsqu'on intègre ces intentions expressives-là. Et donc, on voit dans cette petite fenêtre, en fait, qui montre en fait, visuellement quelques données de cette recherche, on voit qu'il y a une fenêtre en fait, sur les liens entre activité musculaire et expression musicale. Et donc, pourquoi on a collecté les données de mouvement? C'est parce que là, on pourrait justement voir si cette activité musculaire peut être expliquée en termes de mouvement ou en fait, même en l'absence du mouvement, ce qui est mon hypothèse, il peut avoir un plus grand d'activité musculaire ou un mouvement égal, au moins. Okay? Donc, voilà, donc, pour finaliser, donc, quelques réflexions finales. Rien de trop compliqué. En fait, donc, j'ai présenté le système APMG qui met en fait en valeur un savoir-faire de l'interprète sur les plans gestuels, un savoir-faire qui n'est pas visuel, en tout cas qu'on ne peut pas le percevoir de manière visuelle. Et c'est un outil qui peut être utilisé, oui, dans des contextes artistiques, mais qui pourrait être en fait novateur peut-être pour apprendre ou pour communiquer des connaissances gestuelles sur le plan de l'activité musculaire qui sont difficiles de fois à exprimer à l'oral ou à montrer en termes de mouvement parce qu'on n'a pas accès visuellement. Et finalement, donc, dans le projet en cours, bon, les analyses sont en cours, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, il y a des retombées qui on peut envisager. Donc, au niveau de la recherche, par exemple, les études qui sont plus dans l'optimisation du jeu, rendre les jeux plus efficaces pour réduire les blessures, par exemple. En général, on va utiliser des tâches expérimentales liées à des besoins de production sonore. Donc, on échappe un peu, on laisse de côté la partie expression musicale pour être le plus objectif possible, ce qui est nécessaire, et c'est ce qu'on fait nous aussi dans les études qui sont dans cette dimension. Mais si on différencie l'activité musculaire en termes de l'expression musicale, mais si on là, ça veut dire qu'il y a une partie du jeu qui est très importante, qui doit être aussi tenue en compte lorsqu'on essaye de rendre les jeux plus efficaces du point de vue biomécanique. Et aussi, en fait, dans ce type de recherche d'optimisation, nous, on étudie l'impact de l'utilisation du bassin, du thorax dans le jeu, ce qui n'est pas très commun dans le domaine, même dans le domaine pianistique, qui n'est pas nécessairement très, très commun. Et donc, dans cette étude, en visant des activations musculaires de l'ensemble du corps, mais on vient apporter un complément à cette vision d'ensemble du corps côté production sonore, mais il y a aussi peut-être ensemble du corps côté expression musicale, et ce qui est cohérent du point de vue de l'interprète, parce qu'on ne peut pas nous diviser en deux pendant qu'on joue. En fait, c'est un tout, et voilà, ça demeure cohérent. Bon, je ne vais pas parler toute la journée, donc je vais peut-être m'arrêter là. Sur le plan pédagogique, il y a aussi l'aspect formalisation des intentions expressives. Donc, quels sont les éléments qui font partie de ce que les interprètes considèrent comme étant leurs intentions expressives? Donc, cette batterie systématisée des éléments, des concepts, des notions en lien avec ça peut être aussi un outil pédagogique intéressant pour les musiciens. Donc, merci beaucoup de votre attention. Est-ce que j'arrête le partage d'écran ou c'est juste qu'est-ce qui est mieux pour les gens en Zoom? Non, laisse-le parce que si on a des questions sur des diapos en particulier. Ça marche. Alors, moi, j'en ai une. Enfin, j'en ai plusieurs, mais je ne sais pas si je peux parler parce que je ne vois pas la salle. Donc, je peux. Une question en salle et une question en Zoom, comme ça on va intervertir. Enfin, une question en salle en premier. Oui, super, merci. Il y a plein de choses. J'ai beaucoup de questions, mais j'en ai plus.
pour l'idée que l'expression musicale, ce n'est pas uniquement le son qui va sortir, mais c'est quelque chose qui se passe dans son corps. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez réfléchi à des liens possibles avec la respiration? Oui, on a réfléchi à ce niveau-là. D'ailleurs, quand on a choisi les différents muscles qu'on voulait cibler, on a essayé de prendre des muscles qui sont en lien avec la respiration, mais c'est par une question pratique, en fait, des quantités de capteurs qu'on pouvait utiliser en même temps qu'on n'a pas pu aller chercher l'activité de ces muscles-là. Mais tout à fait, en fait, surtout quand on parle de muscles plus proximaux, là, les obliques externes, internes, etc., je pense qu'il y a des liens, il peut y avoir des choses intéressantes à ce niveau-là, mais en fait, finalement, les pianos, oui, c'est un instrument percussif, hein, les notes, il y a des marteaux, mais on imite les chants. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec la respiration et les phrasés, potentiellement aller chercher, mais on n'a pas pu dans ces contextes spécifiques. Une question Zoom? Claudia? Ok. Merci Philippe, c'était vraiment passionnant. Donc en fait, si je comprends bien, les musiciens sont fatigués parce qu'ils jouent expressif. Hein, c'est ça. C'est les activités musculaires. Pas nécessairement fatigué, mais il y a plus d'activité musculaire. Ouais. Après, est-ce que c'est à cause de la fatigue? Ça, c'est peut-être pas probablement le cas dans ces cas-ci, mais il y a Non. plus d'activité. Moi, ma question, c'était plus sur ta première partie, là, en particulier sur les vibrations. Donc, bon, malheureusement, avec ma jambe dans le plâtre, je ne suis pas là pour pouvoir tester ton système. Mais du coup, tu n'as pas beaucoup parlé des vibrations. Quel type de vibrations tu mets? Comment tu fais ton mapping? Parce qu'on là, on voyait qu'il était aussi bien en fréquence et en amplitude. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des sinusoïdes? C'est des signaux complexes? Comment ils sont choisis? Enfin, voilà, j'aimerais bien un peu. Parce qu'on a un projet au labo là, sur les vibrations, les aspects vibrotactiles, donc ça fait un peu des résonances. Okay. C'est pour ça que… Oui, je comprends. Disons, je vais répondre en fait assez simplement, puis peut-être que la réponse va être décevante, dans le sens où c'est un… peut-être que je pourrais même le montrer. Ça va être vraiment plus simple si je le montre. Je vais juste ouvrir quelque chose. On a fait un mapping direct entre les valeurs des EMG et d'une part la fréquence de la vibration et d'autre part l'amplitude de la vibration. Donc, en fait, la vibration de téléphone, on a un contrôle, disons, oui, bien, mais ce n'est pas non plus c'est pas un outil qui est fait pour ça. Donc, on peut contrôler la vibration du téléphone en fonction de certaines valeurs, en fait, entre 0 et 127, si je ne me trompe pas. Donc, ah oui, donc c'est la vibration par défaut du téléphone quand il est sur vibreur, c'est ça? Tout à fait, mais c'est en termes d'amplitude et de fréquence. Donc, dans l'iPhone, par exemple, on peut contrôler les deux de manière indépendante. On peut avoir plus ou moins de fréquence, plus ou moins d'amplitude, ou les deux en même temps. C'est vraiment, ça permet ce contrôle-là, mais en fonction des valeurs entre 0 et 127, comme j'ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Donc, on fait juste un mapping. On met, admettons, l'EMG sur l'axe X, la fréquence de vibration sur l'axe Y, et on trace une ligne droite, puis donc il y a plus de EMG, un certain valeur d'EMG va être associé à une certaine valeur de vibration, puis voilà. Et l'EMG, il est normalisé entre 0 et 1, et la vibration en termes de fréquence et d'amplitude entre 0 et 127, supposément dans les deux cas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la réponse est décevante, dans le sens qu'on n'a pas d'autres contrôles. Mais donc, si j'ai bien compris, tu as le même mapping pour la fréquence et l'amplitude, les deux vont ensemble, c'est ça? Oui, ce n'est pas exactement les mêmes, mais ils ne vont pas ensemble. C'est pour ça que je veux juste montrer, ça va être vraiment plus simple. Donc, si je ouvre mon… Voilà. Je vais le mettre dans le partage d'écran. Alors, donc, là, c'est une partie en fait, du patch MaxNSP. Donc, ça permet donc, de montrer visuellement. En fait, c'est un mapping qu'on a vraiment défini visuellement avec cet outil ici. Donc, c'est ça que j'ai essayé tout à l'heure. Donc, on a l'axe X pour l'EMG dans les deux cas et l'axe Y pour la fréquence et pour l'amplitude.
Et donc, ça va être des valeurs AMG entre 0 et 1, ici entre 0 et 127. Et donc, c'est un mapping direct, mais on a fait quelques effets d'essayage au début de la courbe ici, puis ici à la fin. Et comme vous voyez, par exemple, on n'arrive pas au maximum en termes de fréquence, juste parce que pendant nos essais, en fait, quand on arrivait au maximum de la fréquence et le maximum d'amplitude, mais les ressentis étaient moins importants en termes de vibrations. Donc, on n'a pas voulu aller au maximum en termes de fréquence parce que c'était juste moins puissant finalement. Mais c'est dans un contexte artistique et c'est erreur. Et voilà. Donc, je ne pense pas que ça réponde, ça donne en fait des indices trop intéressants par rapport à la question à la base. Mais dans ce cas-ci, c'est ce qu'on peut contrôler. Donc, on peut envoyer des valeurs entre 0 et 127 au téléphone, puis pour la fréquence et l'amplitude, et voilà dans le fond. Est-ce que c'est clair ou ça Ouais, oui. a l'air... Mais donc, du coup, c'est des sinusoïdes alors que tu envoies. C'est un signal, une fréquence que tu envoies. Non? Parce que tu contrôles Non. une fréquence. En fait, comment est-ce que... J'ai un peu... Parce que c'est des bouffées, les AMG, c'est ça. Ah, mais non, en fait, l'AMG, oui, il y a plusieurs fréquences, mais l'AMG, il est traité de manière qui est, en fait, on ne fait pas une analyse fréquentielle en temps réel de l'AMG. On va juste prendre le signal, on calcule son enveloppe, puis on normalise cette enveloppe en fonction de la contraction maximale. Donc, on a des valeurs, en fait, tout bête entre 0 et 100 ou 0 et 1. Et 1 étant 100%, 0 étant 0 activité. Donc, c'est vraiment c'est vraiment d'avoir une échelle entre 0 et 1 d'un côté, une échelle entre 0 et 127 d'un côté, puis on fait un mapping plus ou moins direct entre les deux. Et voilà. C'est pas très... disons, je ne vais pas insister sur cette partie parce qu'elle n'est pas la plus intéressante dans le fond du système. Finalement, on veut juste, nous, ce qu'on veut faire, c'est faire plus de vibrations en fonction de plus d'activité musculaire. Il y a des mappings qui peuvent être beaucoup plus intéressants côté artistique, par exemple, mais pour le moment, on reste simple à ce niveau-là. Quel était le retour Du public? Et alors, j'ai une deuxième question dedans. Le retour du public et à quel endroit il mettait le smartphone? Oui, donc en général, ils les gardaient dans les mains. On n'avait pas de straps ou des choses qu'on leur donnait pour pouvoir vraiment les placer à différents endroits. De nos jours, en général, les gens n'ont pas des poches ici non plus. En tout cas, c'était en général dans les mains. Et les retours, on a eu quelques retours informels. En fait, on voudrait faire un test de perception, mais pour ce qui est des retours informels, c'était partagé. Il y avait des gens qui avaient apprécié, d'autres que les vibrations, ce n'est pas leur trip, comme on dit. Okay. Donc, en fait, il y a une personne en fait, qui a dit que, comme en plus, en fait, elle savait que cette vibration était liée à cette activité en fait, du corps, au niveau du sang du corps, ça l'a permis de connecter un peu avec le musicien un peu plus, puis ça a amené une sorte d'excitement, d'excitement avec la musique. Ce qui est intéressant, ça fait partie de nos objectifs. Mais il y a une autre personne qui a dit qu'en fait, c'était un outil plutôt qui dérangeait, dans le fond. C'est une distraction et que le lien entre gestes et vibrations n'était pas tout à fait clair pour cette personne. Donc, vous voyez, là, il y a deux visions assez différentes pour la même expérience. Donc, je pense, en général, dans les études qui étudient donc, la perception d'un retour vibratactile en fonction de la musique. C'est aussi un peu partagé. Mais voilà, je pense qu'il faut absolument faire une étude de perception pour mieux comprendre pourquoi, pour certains, c'est positif, d'autres, pas tout à fait le cas. Est-ce qu'il y a une question sur Zoom? Non? Ah, il y a... J'ai une question au niveau de la balade de chemin. Oui. Je veux savoir s'il y a aussi une différence en expression au niveau de la pédale. OK. Oui, très bonne question. La pédale, c'est le seul élément qu'on a volontairement dit utilisez-les à votre goût dans les deux conditions, parce que sinon, c'est comme si je jouais un autre instrument complètement.
Avec pédale et sans pédale, les pianos, c'est vraiment un autre instrument. Donc, ça aurait trop changé les deux conditions et ça n'aurait pas nécessairement permis de faire l'analyse qu'on voulait faire. Donc, tout à fait, la pédale était la même apparemment, en tout cas, comme eux, ils la sentaient, comme ils voulaient le faire. Moi, j'aurais une question, si possible, en Zoom. C'est possible? Oui. Ok, merci. Bon, l'expression en musique, c'est le geste, c'est le toucher au clavier, etc. C'est la participation des différents segments. Donc, pourquoi avoir pris un signal électromyographique, surtout au niveau du tronc, où si on implique le tronc, on a des plis au niveau abdominal, à la fois sur les grands droits, les transverses, etc., les obliques. On a, alors je ne sais pas, on a peut-être une dénaturation du signal EMG en tant que tel, parasité par les plis de la peau, du ventre, même chez les très maigres. Pourquoi pas avoir ciblé l'expressivité par le geste en tant que tel, c'est-à-dire la cinématique du geste. On sait que les trajectoires sont amplifiées quand on joue rubato, qu'on amplifie, qu'on décale le rythme, etc. Est-ce que la cinématique du geste ou de la posture, en mettant des marqueurs au niveau des épaules, au niveau sternum, au niveau cervical, on aurait un trunk bending qui serait peut-être plus expressif et des trajectoires de main ou de bras qui seraient peut-être, à mon sens, peut-être plus représentatifs que le signal électromyographique qui, comme vous l'avez dit, peut aussi varier même s'il n'y a pas de mouvement. Alors, c'est une autre forme d'expressivité, hein. On peut avoir des contractions, des co-contractions, de tension, ou, bref, mais qui ne se verront pas dans l'expressivité du jeu. Alors, c'est tout aussi intéressant. Mais pourquoi pas plus de cinématique dans votre problématique? Et en fait, la réponse, c'est vraiment par l'idée que vous avez soulignée à la fin de la question. Dans le fond, l'enjeu dans ces contextes, dans cette étude, c'est vraiment d'aller chercher la partie, quel est le lien entre expression musicale et geste, même en l'absence du mouvement. Parce que comme en fait, dans l'extrait, par exemple, de Chopin, où on voit les signaux EMG, il faudrait voir les vidéos, mais je suis convaincu en fait que les changements en termes d'activité ne sont pas liés à une cinématique qui est différente forcément. Donc, ou dans l'extrait de Beethoven, en fait, que j'ai montré tout à l'heure, là, c'est moi qui joue. Il y a des moments où il y a cette contraction et là, en l'absence de mouvement, donc sur le plan cinématique, oui, on peut aller chercher certains paramètres gestuels en lien avec l'expression, mais ça demeure des paramètres qui sont liés à la cinématique. Et c'est ce qui a été fait dans différentes études, justement. Et comme il n'y a pas d'études qui s'attaquent directement à l'activité musculaire, qui est, oui, peut-être un signal plus bruité, parce que, comme vous dites, par exemple, au niveau des obliques, selon les caractéristiques des participants, ça peut être plus ou moins problématique, en fait, d'aller chercher cette activité musculaire-là. Mais malgré ces bruits peut-être potentiels qui est plus important, on a quand même accès à une fenêtre du geste qui est impossible d'avoir accès sur le plan cinématique. En tout cas, elle est plus, disons, on va plus directement à l'intention même qu'au résultat de cette intention, qui est la cinématique, à mon avis. Donc, voilà, c'est pour apporter, dans le fond, une autre perspective à ce qui existe déjà en littérature. Et finalement, si on parle, par exemple, des risques et des blessures, en fait, en termes, disons plus, si on passe du côté de la kinésiologie, en général, les études ils visent à réduire l'activité musculaire. Donc, des membres supérieurs, donc c'est là qu'on va retrouver des tendinites, en tout cas des blessures liées à la pratique instrumentale. Et donc, comme vous avez vu dans l'image, il y a quand même les triceps et le biceps qui ont des activités différentes en termes d'activité musculaire, selon les deux conditions. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit aussi des différences liées à la cinématique même du geste, parce que pour moi, c'est des différences trop importantes pour que ce soit vraiment en lien avec la cinématique. Et même une même cinématique peut avoir différentes activations musculaires. Donc, c'est un peu ça le but aussi, c'est de démontrer que l'intégration des paramètres d'expression musicale, c'est important lorsqu'on s'intéresse à l'activité musculaire des pianistes et à la fatigue musculaire, par exemple, si on fait une étude sur la fatigue musculaire. OK. Alors, si on continue dans cette logique, est-ce que vous envisagez d'enregistrer les activités cérébrales?
Ah, mais ce serait génial. Pour remonter encore plus haut dans l'expressivité carrément mentale ou psychologique, on ne peut pas dire psychomotrice, etc. Tout à fait. Tout à fait. On en a parlé avec l'équipe, justement, et ce serait quelque chose qu'on aimerait faire dans le futur. Pour l'instant, on va une étape à la fois, on va dire, mais tout à fait, ce serait vraiment intéressant et pertinent d'aller chercher ce type de données aussi. Ouais, vous auriez de l'émotion, de la commande au geste. Vous auriez tout, quoi. OK. Exactement. Oui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question en salle? Ah oui. Oui, c'était une petite question sur cette histoire de l'induction, donc les deux versions que je propose au pianiste. À écouter comme ça, j'ai l'impression que la version dans laquelle il y a les intentions et la version qui est la normale. Oui. Et puis l'autre est une version que j'ai envie de qualifier de diminuée. Plate, oui. C'est ça. Donc ça pose pour moi la question globale de la situation et l'induction globale pour les instrumentistes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en train de jouer quelque chose qui correspond à un concert, une démonstration, une expérience? Où est-ce qu'on est dans la tête du pianiste? Dans le cadre de la recherche, quand ils sont venus au laboratoire. Oui. Et en fait, oui, je pense que c'est probablement une délimitation de ce type de recherche, de ce type d'approche, parce que finalement, les pianistes ne sont pas dans une salle de concert, ils sont dans un laboratoire équipé avec plusieurs capteurs. On leur demande de jouer avec une condition qui est normale pour eux, disons, naturelle, et une autre condition qui est tout à fait artificielle, qu'on ne va jamais faire, au moins devant des gens. Donc, je pense que ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on interprète les résultats. En fait. Donc, je pense que d'un point de vue psychologique, ce n'est pas la même chose. Et ça peut avoir des impacts sur le plan gestuel juste parce qu'il y a un contexte qui est un peu artificiel, qui n'est pas celui dont on est habitué à jouer. Cela dit, ils avaient les instructions d'avance. Donc, déjà, ils avaient 2 mois pour préparer les extraits entre les entretiens, tout ça. Ils peuvent se mettre dans le contexte et dans la condition. Dans le fond, eux, ils devaient préparer les extraits comme s'ils allaient les jouer en concert. En fait. Donc, c'était vraiment ça la directive, mais en essayant donc d'être à l'aise à jouer selon ces 2 conditions différentes. Donc, côté capteur, ils n'étaient pas trop encombrés. En fait, ils trouvaient ça OK. Après, pour ce qui est des conditions de jeu, ce serait peut-être intéressant de faire un retour, de leur demander, par exemple, est-ce qu'ils ont trouvé que c'était complètement bizarre de faire ça? Est-ce que ça paraissait OK? C'était quoi leur expérience, en fait? Cela dit, ils pouvaient faire la condition autant de fois qu'ils voulaient. Donc, jusqu'à temps qu'il soit OK, ça c'est la bonne, puis on garde la bonne, dans le fond. Donc, ça leur permet de s'habituer un peu à la situation, puis psychologiquement être un peu plus dedans. En fait. Le résultat, c'est qu'ils ont fait beaucoup de prises différentes pour aboutir à quelque chose de satisfaisant pour les 2 conditions. Certains oui, d'autres étaient assez contents de leur première fois. Donc, on avait juste 3 pianistes, on n'avait pas 5 ans. En fait, parce que bon, j'ai décidé de ne pas être présent sur place lors des collectes parce que je suis très inséré dans le milieu pianistique, puis je pense que c'est mieux quand les pianistes ne sont pas nécessairement dans la salle lorsqu'il y a les collectes. Donc, mais d'après mes conversations avec les gens qui ont réalisé les procédures expérimentales, la condition avec intention expressive portait plus à l'erreur. Donc, ça prenait plus de temps C'est ça, tout à fait. Et il y avait beaucoup moins de différences entre les 2 conditions dans les conditions rapides. Selon ce que les expérimentateurs m'ont dit aussi. Donc, ça, c'est quelque chose c'est pour ça, entre autres, qu'on a mis ces conditions-là, ces extraits-là, je vais dire, dans l'étude, parce que je ne pense pas que ce même sujet va avoir des conclusions égales ou similaires pour différents types d'extraits musicaux. Donc, l'extrait musical je pense qu'il va avoir un impact assez important sur le type de résultats qu'on peut avoir. C'est entre autres pourquoi j'ai montré Chopin, les débuts de la ballade, parce que je pense que c'est très parlant. Si j'avais montré le début du troisième mouvement du concerto de Brahms, du premier concerto de Brahms,
je pense qu'on n'aurait peut-être pas vu la même chose. Donc, c'est ça. Merci. Oui, moi j'aurais plusieurs questions, mais j'essaie de faire un peu un choix. Sur la question justement du lien entre expressivité et activité musculaire, c'est peut-être d'abord une remarque qui amène à la question. C'est-à-dire, c'est très intéressant le truc, la première partie de la présentation, le système qui permet de capter l'activité musculaire, de la traduire en vibration, parce que c'était clairement visible en fait qu'il y avait une tension musculaire davantage au moment où il y avait des phases de respiration, de préparation de phrases, ou là où il y avait des fortes dissonances musicales, des accords très, très tendus. Là, il y avait du chromatisme de la bémol, de fa dièse, de l'accord diminué. Et donc, c'est visible le fait qu'il y a une tension musculaire qui n'est pas reliée au mouvement. Et la deuxième partie montre qu'il y a des parties qui réagissent, qui ont peut-être une réaction plus forte à partir de l'expressivité, qui sont moins liées à la cinématique. Donc, ce que je me demandais, c'était pour la première partie, vu que vous avez quand même plusieurs signaux de MG qui sortent du système, vous n'avez pas réfléchi à une idée de faire un mapping à plusieurs dimensions, essayer de trouver une manière de traduire des éléments d'activité musculaire localisés et de la transférer à un signal d'amplitude et de fréquence qui peut varier de manière indépendante en fonction de ça. Je n'ai pas d'idée sur cet aspect-là. Mais... Avec plusieurs outils qui vivent ou avec un seul outil qui vibre? Oui, ça, c'est aussi une possibilité. Je me disais aussi que ce serait intéressant, par exemple, de placer des outils qui vibrent aux mêmes endroits des muscles du pianiste. Ce serait aussi intéressant du côté pédagogique. Mais je me disais, avec un seul système, par exemple, avec une amplitude et une fréquence qui sont quand même deux aspects différents du côté perceptif, et donc d'essayer de localiser certains types d'activités musculaires, de les traduire à une certaine fréquence et une certaine amplitude. De manière oui, je pense que c'est vraiment intéressant de faire ce type de démarche pour raffiner en fait les mappings, puis rendre compte finalement pas seulement des plus ou moins d'activités, mais à quoi il est dû, c'est quoi le lien entre l'activité en question et le contexte musical particulièrement. Donc oui, tout à fait, ce serait vraiment pertinent d'aller dans cette direction dans la suite du projet. Mais ce n'est pas nécessairement évident, hein. Je pense qu'il y a des choix à faire finalement, mais oui, je pense que ce serait assez... Parce qu'il peut avoir une activité musculaire plus importante pour, disons, ajouter de l'expression dans le jeu, mais il peut aussi avoir une activité musculaire plus importante pour être un peu plus... se dégager de l'instrument, en fait, donc c'est soutenir son propre corps pour éviter de mettre des poids, en tout cas si on parle d'intérieur des poids. Et par exemple, il pourrait y avoir des mappings qui sont différents en termes de ce type de buts, en fait, d'activité musculaire. Mais là, on va plus loin de ce qu'on fait pour le moment. On va vraiment plus loin, puis il faut réviser plus de muscles, je pense, ce qui complexifie la tâche davantage, mais ce serait une bonne idée, je pense. OK, est-ce qu'il reste une petite dernière question? Moi, c'est une curiosité sur le fait que est-ce que telle activité musculaire est vraiment nécessaire pour obtenir tel résultat sonore, tel résultat d'expression musicale. Typiquement, moi, j'imagine que c'est début, mais il faut de la répétitivité typiquement. Parce que ce que j'avais compris, c'est que dans les deux catégories d'éléments concrets et abstraits, en gros, ce que te dire, bon, tel élément abstrait, le morceau est théorique. Bah là, essaye de le jouer moins héroïque ici. Et avec la répétition, on verra bien si tel muscle est vraiment, en gros, nécessaire, fait une nécessité pour plusieurs musiciens pour voir si, oui, ce muscle-là a permis d'aboutir à tel élément musical. Oui. Et puis ensuite, essayer de relier ça à tel élément acoustique, tel élément en termes de vitesse et d'enfoncement de touche, pour telle note. Répétition en termes de faire la même condition deux fois, par exemple. Oui. C'est ce qu'on a. En fait, je ne l'ai pas dit, c'est vraiment un bon point. On a fait chacune des conditions, il devait la jouer deux fois. Donc, il y a une version A, une version B pour chacune des conditions, pour vraiment avoir une répétition permettant de vérifier s'il y a une certaine cohérence entre les deux fois
pour les mêmes conditions. L'idéal, ça aurait été plus, à mon avis, mais ça devenait lourd pour la partie expérimentale et pour les pianistes eux-mêmes. Jouer 50 fois, c'était trop demandé pour une même séance. Mais oui, on a fait une répétition au moins pour avoir cette... Après, est-ce que telle activité ou telle activité musculaire est nécessaire pour une telle cinématique? Je pense que le lien, il peut être plus ou moins direct, dans le sens qu'on sait que tel muscle, admettons, il va principalement agir pour mobiliser telle articulation de cette manière. Mais en biomécanique, ce qu'on voit en général, c'est qu'avec une même cinématique, on peut avoir une cinétique derrière ça qui est complètement différente. Donc, les activations musculaires peuvent se compenser entre elles pour arriver à faire une même cinématique. Donc, ce n'est pas donné qu'en faisant un mouvement quelconque, l'activité musculaire derrière va être toujours la même. Ça risque d'être le cas, plus ou moins dans les musiciens qui sont surtout assez répétables, en fait. Mais dans ce cas-là, c'est un des enjeux aussi qu'il faut en tenir compte et peut-être même c'est une limitation aussi parce qu'on a juste des répétitions. Ah ouais, il faut apprendre un sujet extrêmement précis, un passage précis en gros, et puis voir les différents résultats qu'on a pour les différents musiciens, voir quelles sont les différentes approches que chacun utilise pour aboutir à leur résultat. Oui. OK, merci. En Zoom, il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions en Zoom? Je ne crois pas, merci. OK, bah, écoutez, merci pour la présentation. Merci beaucoup.